on est sérieux, on s'est pas mis une caisse hier soir, hein. Exactement. Franchement, La jeunesse, oh là c'est ce là. qu'elle était, hein, franchement. Ouais, un peu. Ça, c'est la jeunesse engagée. En fait, ils sont hyper chiants. Ah non, mais moi j'ai bu des coups, mais je suis resté à la bière. Ah, Pour le coup, non mais attends, je suis sérieux quand même un peu. Allez, 3 secondes, c'est pas le moment de faire une blague de cul. bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour J'aurais mieux dit, hein. Virginie Jérôme. Très joli prénom, Arthur. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau prénom, hein, franchement. Bon, bienvenue Tu dans vas être ce très live. content. Comment vas-tu, Virginie? Écoute, ça va, mais j'ai eu un peu du mal à me lever parce que figure-toi qu'on a fait une magnifique fête hier. Ouais, on a fêté le lancement de la grande consultation du Grand Défi et le lancement du tirage au sort. Et comme tout se passe très bien, on a vraiment bien fêté ça avec nos partenaires, nos marraines, et c'était une très belle soirée. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, je crois que je m'en souviens, j'y étais. Voilà. J'ai une mémoire un peu, comment dire, cotonneuse, mais on était là. Effectivement. Et oui, donc c'est vrai que tout se passe bien. La consultation a été lancée en début de semaine. Donc là, on avait une cinquantaine de partenaires et de marraines qui étaient présentes. Et donc, il va permettre à leurs salariés, à leurs collaborateurs, à leurs membres, eh bien, de donner leur avis en fait sur les questions de freins, de besoins et puis de propositions quant à l'accélération de la transition de l'économie et des entreprises. Et ce qui était intéressant, c'est que ça reflétait aussi cette dimension très démocratique qui est au cœur finalement du grand défi, leur présence, je trouve. Exactement, une présence très démocratique et une présence aussi une grande diversité, puisqu'on a eu des prises de parole de Philippe Zawati, de Mirova, de Léa Falco de Pour un réveil pour la planète, de François Gemène. Absolument, et de Enedis. Et de Enedis, voilà. c'était, oui, j'ai oublié son nom, pardon, qu'il nous pardonne. Pardon. C'est un, bon, bref. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on avait 4 points de vue très différents sur ce que c'est que la transition écologique de l'entreprise. Et c'était très à l'image de ce qu'est le grand défi, c'est-à-dire des acteurs dans leur diversité qui viennent converger vers un objectif commun et trouver les moyens de converger vers cet objectif commun. Et donc, l'image était la soirée était à cette image. Et puis, oui, la démocratie, ça n'est pas que pour fabriquer des lois qui s'appliquent aux citoyens, c'est aussi une méthode pour rassembler autour d'un projet commun. Et ce projet, c'est la transition écologique de l'entreprise. Donc, la démocratie, ça s'applique aussi à l'économie. Et c'est un peu ça le projet du grand défi. Absolument. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des entreprises. Mais vous en parlerez aussi probablement très bien, mes chers Arthur. Et juste un autre point, c'est qu'on a lancé aussi le tirage au sort avec BVA et qu'on a des bonnes nouvelles puisqu'on a commencé il y a quelques jours. Oui, une dizaine de jours, je crois. Et qu'on a déjà 20 entreprises qui ont accepté de rejoindre le grand jeu, l'initiative qu'on lancera opérationnellement pour la partie délibération à partir du 13-14 mai. Et donc voilà, ça c'est des signes. On peut même révéler un petit peu un secret dans la recette. C'est-à-dire qu'au départ, on a envoyé un premier échantillon, parce qu'on va faire ça par échantillon, un premier échantillon de courrier papier, en utilisant la poste pour leur dire qu'ils avaient été retenus par le tirage au sort qui a été effectué par l'agence qui s'occupe de ça, qui est BVA, et simplement pour leur signaler qu'ils allaient sans doute recevoir un appel de BVA qui allait leur présenter la possibilité pour eux de faire partie du grand défi. Et il y avait la possibilité dans ce courrier d'appeler pour prendre des renseignements. Et notre grande surprise, c'est qu'on a eu beaucoup d'appels et que quasiment tous les appels se sont déjà convertis en engagement de participer avant même qu'on ait lancé la démarche directe de recrutement. Donc tout ça, c'est absolument. Ce qui témoigne probablement aujourd'hui d'une plus grande maturité du tissu économique et prise de conscience qui est quand même plus forte. Et donc, ça nous laisse assez, ça nous énergise quant à la suite du grand défi. Mais peut-être, venons-en, si tu veux bien, Virginie, à nos deux invités. Alors, je te laisse peut-être ouvrir avec Arthur A. Alors, peut-être qu'on va quand même dire, évidemment, ils ont tous les deux un club de fans, on l'a vu, parce qu'on a beaucoup d'inscrits pour cette conférence. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir d'accueillir 2 jeunes comme Léa hier. On voit pour les boomers que nous sommes, je suis désolée de t'associer, mais je ne suis pas du tout boomer. Non, c'est pas boomer, si, je crois bien. Si jeune. Non, c'est extrêmement, blague à part, c'est extrêmement encourageant et motivant
de travailler avec un tel niveau d'intelligence et d'engagement de la jeunesse. Et ça, franchement, c'est pas une figure de style, ce que je raconte là, je le pense vraiment. Et on a aujourd'hui donc 2 invités qui vont témoigner justement de cet engagement, de cette intelligence au service du bien commun, de l'intérêt général. Et on est très, très heureux de vous accueillir, Arthur Auboeuf et Arthur Gosset. Alors, Arthur Auboeuf est cofondateur et associé de Time for the Planet, qui va nous en parler dans quelques secondes. Et Arthur Gosset, qui est diplômé de Centrale Nantes, une ville qui est chère à mon cœur, tout le monde le sait, mais par ailleurs, surtout qui a choisi, et il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure, qui a choisi une autre voie que celle qui était tracée par son diplôme. Il a choisi d'être documentariste et il a commis un excellent film qui s'appelle Rupture, que je vous encourage à voir. C'est accessible sur toutes les... c'est accessible à partir d'Internet, en ligne, je veux dire. Et je l'ai vu et c'est vraiment très bien. Donc, et je le conseille en particulier à tous les DRH de France et de Navarre pour comprendre ce qui aujourd'hui… Ce qui les attend. Voilà, ce qui les attend. On va peut-être commencer tout de suite avec une question pour Arthur. Alors, Arthur Auboeuf, est-ce que tu peux nous raconter, alors pas toute l'histoire de Time for the Planet parce qu'elle est déjà longue et grande et impressionnante, mais quand même, comment ça a commencé et quelle était votre ambition au départ? Oui, carrément. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Alors, nous, on est 6 entrepreneurs pour la petite histoire. Donc, on a tous monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années. Et en fait, quand on a pris conscience de l'ampleur du problème climatique, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, ça nous a mis une grande gifle, comme à un peu plein de gens. Donc, nous, on n'est pas des experts du climat à l'origine. On n'est pas des super-héros du climat à l'origine. On est comme plein de gens, le citoyen de base qui prend conscience qu'il y a un énorme sujet. Donc, on a voulu agir d'abord en tant que simple citoyen et on s'est très vite rendu compte que quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, c'est quand même pas évident d'avoir vraiment de l'impact. On peut faire plein de choses, mais on sent qu'il faut faire plus et qu'il y a des pans entiers de l'économie sur lesquels on n'a pas d'emprise. Et on s'est posé cette question bête, est-ce qu'il est possible d'imaginer un nouveau modèle d'entreprise qui soit entièrement pensé et paramétré pour être au service de l'urgence climatique? Parce qu'on avait cette conviction qui nous rassemblait que les entreprises sont des outils formidables pour transformer l'économie. C'est ce que ça fait par définition. La vision de Time for the Planet, elle commence avec des rencontres, et notamment des rencontres avec des scientifiques. Alors, on a eu de la chance, très vite, on s'est retrouvé à prendre le thé avec des gens comme Jean Jouzel et à vraiment se retrouver en face des pontes du sujet. Et on nous a toujours dit la même chose. Aujourd'hui, on va avoir besoin de sobriété et d'innovation. Pas d'innovation pour faire du technosolutionnisme et dire qu'en allant sur Mars, tout va bien aller. D'innovation pour faire moins et pour décarboner les chaînes de production mondiales qui sont quand même nécessaires au fait de faire société aujourd'hui. Et là où tout commence, c'est qu'à chaque fois, le constat était le même. Ces innovations majeures dont on a besoin, elles existent. Elles sont déjà là. Le sujet, c'est qu'elles ne passent pas à l'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne passent pas à l'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui sont des innovateurs, donc des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, et pas des entrepreneurs. Et c'est un métier qui est diamétralement à l'opposé du métier de chercheur, que de trouver un modèle économique viable, de faire en sorte que ça se déploie sous forme d'entreprise, que ça passe à grande échelle pour rentrer dans nos quotidiens à toutes et tous. Et nous, on était assez surpris en fait de ce constat parce qu'on connaît plein d'entrepreneurs qui, comme nous, ont eu des carrières, on va dire, assez banales dans l'entrepreneuriat, mais qui se sont rendus compte qu'il fallait donner du sens à leurs compétences entrepreneuriales. Et il y a de très bons entrepreneurs qui aujourd'hui veulent se lancer dans le défi de la transition. Donc on s'est dit, notre mission, ça va être de connecter ces deux mondes, de connecter le monde de la recherche, de l'innovation au sens innovation pour amoindrer, donc faire moins d'émissions, moins de consommation, moins de déchets. Quoi, le mot c'est amoindrer, c'est ça? Ouais, j'aime bien ce mot. Je trouve qu'il fait néologisme. Ouais. Il fait le travail pour ne pas amener de confusion et des entrepreneurs qui ont envie de se consacrer à ce challenge. Et nous, notre but, c'est donc de déployer 100 innovations majeures au niveau mondial en recrutant des équipes entrepreneuriales, en injectant de l'argent de manière hyper collective parce qu'on est un mouvement et tout le monde peut participer à l'aventure, en mettant ces innovations en open source et en mettant toute la machinerie Time for the Planet au service d'un indicateur unique qui est l'indicateur d'impact, puisque nous, notre retour au niveau des actionnaires, c'est pas un retour financier, c'est un retour qu'on appelle le dividende climat. Donc, c'est l'impact qu'a pu avoir leur argent, leur action au sein de Time for the Planet pour la planète de manière très précise en tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Voilà, c'était une longue logorée introductive. Désolé. Non, c'était court, concis et précis. Donc, merci beaucoup. Mais du coup, moi, je rebondis une petite question. C'est-à-dire que vous les appelez les associés, je crois, ceux qui mettent de l'argent. Alors, ça peut être des individus ou ça peut être des entreprises, d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
ils n'attendent aucun retour financier. C'est-à-dire que je mets 100 euros, et je dois l'avouer, je ne suis pas associé encore, mais je vais le faire. Je mets 100 euros, je peux m'attendre à aucun dividende, revenu, je récupérerai jamais mes 100 euros. C'est ça le. Alors, le pari de Time for the Planet, c'est de dire aujourd'hui, quand on place de l'argent et qu'on fait travailler son argent, par exemple avec la mécanique de l'entrepreneuriat, je participe à développer des boîtes qui vont atteindre une rentabilité supérieure et donc générer de la plus-value pour moi. C'est très bien, mais souvent, c'est au service uniquement d'un enrichissement personnel. Nous, on propose de le faire au service de la planète en disant, tu places de l'argent chez Time for the Planet, cet argent travaille en créant des entreprises qui sont rentables, qui ont des modèles économiques. Ces entreprises génèrent de la plus-value dont une partie remonte à Time for the Planet. Cette plus-value vient multiplier ton investissement initial. Mais au lieu de te dire, bah moi, je te redistribue ta plus-value, on pense qu'il est prioritaire d'utiliser cette plus-value pour continuer de décarboner en lançant à nouveau de nouvelles entreprises. Et donc, on a statutairement imposé le réinvestissement systématique de tous les bénéfices générés par les boîtes concrètes. Et donc, à chaque fois, on relance de nouvelles entreprises avec les entreprises qui sont déjà financées. Donc, ton argent travaille, mais il ne travaille pas au service de ton patrimoine personnel, il travaille au service de ton futur et au service d'une planète habitable, ce qui pour nous est très important également. C'est ça l'idée. Donc, vous prouvez que la chaîne Ponzi, ça marche, finalement. Alors non. C'est un Ponzi vertueux. Voilà. Il n'y a pas de Ponzi parce que rien ne dépend des investissements des actionnaires précédents, évidemment. Il y a fait sur un modèle très traditionnel d'entrepreneuriat où on dit on participe collectivement à financer le déploiement d'entreprises au travers d'innovations avec pour objectif que ces entreprises génèrent de la plus-value. Et c'est cette plus-value-là qui peut être le maillon de Ponzi, si on veut l'appeler comme ça, mais en tout cas, c'est cette plus-value-là qui est donc celle de l'entreprise qui sert à relancer de nouvelles innovations. Donc l'argent Pardon. Ouais. Et vous en êtes où aujourd'hui alors? Parce que donc ça, c'était le pari de départ. Est-ce que tu peux nous faire une photographie de là où on est aujourd'hui par rapport à vos objectifs, votre ambition, où vous en êtes aujourd'hui à Time for the Planet? Ouais, alors on a commencé il y a 2 ans tout pile, on a soufflé notre bougie là tout récemment. On a donc levé 8,5 millions d'euros avec les citoyens. On est le plus gros crowdfunding d'Europe. On est 42 000 associés actionnaires. L'objectif, c'est donc de changer d'échelle maintenant et d'aller chercher notamment des corporates, des fonds, des family office, parce qu'on a montré que l'ensemble de la boucle fonctionne. On a reçu 700 innovations. On a investi sur 3 innovations, plusieurs millions d'euros. On a recruté des entrepreneurs pour ces 3 innovations. La communauté a apporté énormément d'opportunités commerciales et d'opportunités de développement à ces innovations. L'objectif pour nous, c'est de s'internationaliser également à partir de maintenant, puisqu'aujourd'hui, on est uniquement en France. Donc, il y a du pain sur la planche et on va bouger nos fions. Voilà. Et tu peux nous présenter du coup, par exemple, l'un des 3 projets? Ouais, carrément. Je peux vous parler de Beyond the Sea, qui est porté par le navigateur Yves Parlier, qui a fait le constat qu'aujourd'hui, l'énergie du vent n'était pas du tout exploitée pour le transport maritime, sachant que la marine marchande, si elle était un pays, serait le 6e plus gros pollueur du monde. Donc, il y a un petit sujet à décarboner ce pan de l'économie. Et lui, il s'est dit, aujourd'hui, si on utilise correctement l'énergie des vents en haute mer et ce qu'on sait des mouvements qu'on peut faire, par exemple, pour capturer un maximum de l'énergie du vent, on peut réduire de 20 à 30% la consommation des gros tankers. Et donc, son principe est très simple. Ça permet de déployer automatiquement, de piloter et de rapatrier des voiles de kite géantes sur des navires gros porteurs, donc typiquement des tankers. Aujourd'hui, il a des voiles de plusieurs centaines de mètres carrés. L'objectif, c'est d'avoir des voiles de plusieurs milliers de mètres carrés. Et donc, ça fonctionne déjà à une échelle, on va dire, moyenne. Maintenant, il faut le passer à une échelle industrielle. Et c'est ça, Time for the Planet, c'est de dire, OK, ça fonctionne à l'échelle, à une certaine échelle. Comment on le passe à l'échelle industrielle et comment on le globalise? C'est pour ça qu'on fait de l'open source. C'est pour ça qu'on amène des compétences entrepreneuriales. Bravo. On avait une question sur le technosolutionnisme, mais en fait, tu as répondu en disant une sorte de solutionnisme. Enfin, c'est pas du solutionnisme, c'est une approche technologique, low-tech. Enfin, la dimension technologique est présente, mais elle n'est pas dans un sens de technosolutionnisme. Est-ce que tu peux juste en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, juste pour préciser, parce que je crois que c'est quelque chose qui, sans doute, jaloux du succès de Time for the Planet, qui est très impressionnant, je dois le dire, et la communauté qui vous suit est très impressionnante et montre bien que vous correspondez à une demande, enfin, vous répondez à une vraie demande, mais il y a effectivement toujours des voix dissonantes et certaines reprochent d'axer finalement la lutte contre le réchauffement climatique sur la technologie. Donc, comment vous leur répondez à ceux qui vous attaquent là-dessus?
Ben, on leur répond en disant la technologie ne va pas nous sauver, les amis. Ce n'est pas une grande fuite en avant, malheureusement. Et donc, nous, c'est pas la vision de Time for the Planet. Comme je le disais, notre vision, elle émane de citoyens qui ont envie de faire plus et qui se rendent compte qu'il y a une certaine partie de ce qu'il faut décarboner qui ne peut être décarboné que par de l'action collective. Donc, nous, ce qu'on dit à ces gens, c'est faites le maximum en tant qu'individu, changez de mode de vie, mettez-vous dans une démarche de sobriété absolue et ensuite agissez en collectif parce que en agissant en collectif, on peut faire plein de choses. C'est ça la démonstration de Time for the Planet, en tout cas ce qu'on essaye de faire. Et nous, notre vision, c'est qu'aujourd'hui, le changement de monde qu'on appelle de nos voeux et la façon d'habiter la planète qui sera responsable qu'on appelle de nos voeux, elle va mettre un certain temps à arriver parce qu'elle est culturelle, elle est éducationnelle et en fait, on le voit. C'est long, c'est normal, c'est long. À l'échelle de temps qu'on a pour faire la transition, c'est trop long. Donc nous, on s'est demandé comment on pouvait faire pour utiliser aussi d'autres solutions pour faire gagner du temps à ces changements structurels de notre façon d'habiter la planète et en même temps faire des choses qui seront nécessaires parce qu'on ne peut pas imaginer que demain, il n'y aura plus de marine marchande du tout, même s'il faut appeler à réduire le fait d'acheter des conneries à droite à gauche sur Wish et à l'autre bout du monde évidemment. Mais par contre, il y a des choses comme par exemple la production de froid sur laquelle on a investi aussi. Tous nos vaccins aujourd'hui, s'il n'y a pas la production de froid, ils n'existent pas. Donc il y a des choses qui sont nécessaires et pour lesquelles il faut quand même qu'on travaille à décarboner. L'exemple que j'ai donné est important aussi, parce que oui, il faut réduire la marine marchande, le nombre de bateaux, mais demain, même sur les bateaux nécessaires qui seront peut-être à hydrogène, j'en sais rien, il faudra quand même réduire le carburant. Donc utiliser le vent, c'est juste normal. Et alors, justement, toutes tes réponses sont tellement convaincantes qu'on se demande comment ça se fait que vous n'avez déjà pas été imité. Est-ce que vous avez des imitateurs? Est-ce que vous avez vu votre modèle? Est-ce que vous savez si votre modèle a inspiré d'autres, sur peut-être d'autres domaines que le carbone d'ailleurs? Oui, j'ai souvent des mails de gens qui me disent je vais faire time for the health, time for the biodiversity, time for. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vu émerger. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui nous ont sollicité et on trouve ça cool parce que nous, on est dans l'open source maximum. Donc, si c'est jouable, let's go, quoi. Bon, super. Une toute petite question d'un auditeur ou d'une auditrice, je ne sais pas qui c'est, avant de passer à toi, Arthur G. Comment vous décidez et qui décide des entreprises dans lesquelles vous investissez? C'est la communauté, c'est un vote, c'est quoi? C'est juste moi, en fait, je tire des fléchettes au hasard. C'est ce que j'avais compris. C'est une démocratie assez quand même autoritaire. Non, alors on a un processus de sélection hyper drastique qui prend environ 1 an à se boucler. On a 4 étapes. Donc la première, c'est des évaluateurs, c'est des gens qu'on forme, des gens comme vous et moi qui sont actionnaires. Et donc ces gens-là, ils vont noter les innovations en fonction d'un certain nombre de critères. Ils passent 20 minutes à 1 heure par innovation sur une plateforme qu'on a mis en ligne. Ça permet de créer un top tous les trimestres. Ce top passe à notre comité scientifique qui, lui, doit décider par consensus des innovations qui passeront à l'étape d'après. Là, c'est extrêmement sélectif parce qu'en fait, déjà par consensus, 14 experts qui viennent de disciplines très différentes. On a des gens à l'INRAE, au CNRS, au CEA, au Shift Project, au Negawatt. Enfin voilà, c'est très complémentaire, mais en même temps, c'est très difficile de faire consensus. Une fois qu'on a fait ça, on a une troisième et dernière étape qui vient assurer la viabilité économique des innovations. Donc là, on envoie des candidats entrepreneurs qui ont envie de porter ces innovations demain sur le terrain pour essayer de vendre les innovations et nous ramener une preuve d'un potentiel marché réel avec des vrais modèles économiques. Et quand on a fait tout ça seulement, là, on va faire une assemblée générale et proposer à nos associés de voter. Donc, c'est à vos télécommandes. Voilà, on a débunké les innovations dans tous les sens, sur tous les terrains. Maintenant, c'est vous qui choisissez en fonction de l'appétence sociale que vous avez pour ces innovations. Bravo, c'est aussi une belle aventure démocratique, en fait. Absolument. Time for the Planet. En plus, il y a 100 projets qui veulent le financer. Nous, on a 100 propositions. Ah oui, il y a vraiment il y a un truc très fort. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes d'ailleurs partenaires de Time for the Planet, et que Time for the Planet est partenaire de Grand Défi, et on s'en réjouit. Alors, le lien a été trouvé avec Arthur Gosset, puisque Arthur, il sort donc, c'est un ingénieur. Ah oui, c'est ça, c'est la côté innovation, là. Absolument. Mais pourtant, il a choisi d'innover autrement. Arthur, est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de cette histoire qui commence à la fin de tes études, ou plutôt avant d'ailleurs, parce que je crois qu'elle commence en regardant les baleines. Oula, oui, ça remonte un peu. Non, la question environnementale, c'est vrai qu'elle remonte depuis un certain temps. L'approche systémique, en fait, elle est assez récente. Moi, je voyais l'environnement avant plus comme une question d'éco-gestes, je pense comme beaucoup. Et puis, en fait, après, il y a eu un espèce de déclic face à l'urgence écologique et sociale que j'ai eu en école, que j'ai pas eu forcément par mes cours, mais que j'ai eu plus en discutant avec des camarades de promo. On s'est un peu tous pris une claque en même temps, quoi, grosso modo. Autour de 2018, il y a eu
dans les grandes écoles. En 2018, c'est vraiment une année charnière. Il y a eu Pourquoi la fameuse 2018 démission. pourquoi tu parles de 2018? Excuse-moi, je Il y a eu t'interromps. plusieurs événements en fait, qui ont marqué le coup. Il y a eu la démission de Hulot annoncée Ouais. en live sur France Inter, qui a fait beaucoup de bruit, toutes les marches pour le climat, avec des milliers de jeunes mobilisés, et moins jeunes aussi. Il y a eu le fameux manifeste étudiant pour un veille écologique, qui a été signé par plus Le de 30 discours 000 de Clément étudiants. Chouane aussi. Le discours de Clément Chouane qui fait, du coup, Clément Chouane, c'est un étudiant diplômé de Centrale Nantes, et au moment de sa remise de diplôme, il fait un discours très touchant, que je vous invite enfin très fort en fait, que je vous invite à regarder sur Internet. Et tout ça, ça va mobiliser énormément de jeunes dans les grandes écoles. Moi, je le vois, donc à ce moment-là, je suis en 2e année à Centrale Nantes, et tout bascule très vite. C'est-à-dire que moi, j'étais dans l'associatif étudiant, où en fait, avec notre asso, on essayait de se battre pour essayer de transformer le campus, transformer les formations. On n'était pas du tout pris au sérieux. Jusqu'en 2019, début 2019, en fait, l'écologie, l'urgence sociale et l'urgence écologique, en fait, deviennent un petit peu la priorité. On sent que voilà, il se passe des choses sans forcément devenir la priorité, mais en tout cas, les cursus, les responsables pédagogiques commencent à comprendre qu'il y a une attente énorme de la part des jeunes diplômés et des étudiants. Donc, il va falloir mettre les moyens humains pour transformer tout ça, quoi. Et donc, en 2019, il se passe, voilà, il y a vraiment une transformation en cours. Les cursus commencent à être adaptés, et surtout, en fait, moi, je me rends compte que autour de moi, chez mes potes quoi, qui sont aussi en études, on est amené à prendre des décisions, à se questionner énormément face à ce qu'on fait, face à nos formations, et face surtout un peu à la voie toute tracée à laquelle on est prédestiné à la sortie de ces grandes écoles, en se disant mais est-ce que finalement ça fait vraiment sens de continuer cette voie-là? Est-ce que le fait d'aller travailler dans une multinationale en tant que cadre sup et gagner 70K par an, si derrière mon taf, il n'a pas d'impact positif sur la planète, est-ce que ça fait sens? Pas vraiment. Donc il y a toute une phase de remise en question assez profonde qui arrive, et ça nous pousse à prendre des décisions assez drastiques. Moi, j'ai une pote qui, du coup, décide de faire son stage de 2e année dans l'associatif, plutôt que d'aller en entreprise, dans une grosse boîte. Et son père ne comprend absolument pas cette décision, et du coup, il décide de s'arrêter Enfin, en fait, il ne se parle plus pendant 6 mois. Donc ça entraîne quand même des conflits et des ruptures fortes. Donc là, je me dis, il y a un truc à faire, il faut que j'en parle de ça parce qu'on n'en parlait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma caméra, et puis du coup, j'ai pris une année de césure et j'ai filmé. Merci de J'ai préciser. filmé bah oui, parce que c'est voilà. J'ai filmé 6 potes, en fait, 6 proches qui sont passés qui sont 5 d'entre eux passés par des grandes écoles ou dans les grandes écoles, donc Sciences Po, école d'ingé, école de commerce. Il y en a un qui, en fait, a juste a décidé d'arrêter après le bac pour justement réapprendre les bases, Melvin. Et donc, je les ai suivis pendant 1 an. Donc, c'est vraiment un documentaire qui est assez personnel. Vous avez pu le voir, Virginie et Jérôme, et surtout qui raconte l'histoire 6 parcours différents qui peuvent être représentatifs un peu de ce qui se passe chez les jeunes diplômés, mais qui sont bien sûr pas exclusifs, parce qu'il y a plein d'autres manières de trouver du sens, etc. Et du coup, après, il y a eu 1 an de montage que j'ai fait en parallèle de ma dernière année d'études à l'étranger. Et puis, le film est sorti en septembre 2021. Et depuis septembre, en fait, on a eu la chance de le projeter plus d'une centaine de fois. Enfin, en fait, on a participé à 100 projections, à une centaine de projections. Après, il a été projeté plus. Et en fait, on a fait une quarantaine de grandes écoles et universités. Donc, on a pu vraiment avoir le retour terrain. On est passé aussi dans des entreprises, dans des assos, dans des tiers-lieux, dans des collectivités. Et on a pu avoir vraiment le retour terrain à différentes échelles. Et c'était aussi super intéressant pour un peu mieux comprendre ce qui peut se passer chez les jeunes. Alors justement, c'était la prochaine question. Bah oui. Vas-y, Virginie. Travail, hein. Tu sais, c'est beaucoup d'expérience, malheureusement. Et je précise que nous n'avons pas envoyé les questions à nos invités auparavant. Oui, la prochaine question, c'était quelle réaction et quelle réaction en particulier au sein des entreprises, parce que je sais que tu as été beaucoup invité, y compris au sein de grands groupes du CAC 40, qui sont souvent dénoncés pour leur parfois en tout cas dénoncés pour leur insuffisance dans la transition écologique, j'allais dire, en tout cas qu'on retrouve dans les discours de différentes associations. Quelle a été leur réaction en voyant ton film? Alors ouais, déjà c'est vrai qu'on a été pas mal contacté étonnamment par effectivement ces maxi structures, parce qu'il y a un enjeu derrière de recrutement. En fait, c'est des structures qui ont, il faut le dire aujourd'hui, énormément de mal à recruter, de plus en plus. Alors pas toutes, hein, il y a on parle des structures de l'ESS par exemple, qui sont en pleine essor, mais des structures plus anciennes, on traîne vraiment une image difficile, et en fait ont vraiment du mal à recruter ce qu'ils appellent des jeunes talents. Et surtout, ils ont du mal à les garder en leur sein. Et du coup, ça pose un réel problème humain en interne. Vous avez le responsable de Total en 2019 qui a dit
qui a dit qu'en fait, leur enjeu pour Total d'ici 2030, c'était le recrutement. Donc, c'est quand même pas rien. Ils en sont conscients. Donc, c'est pour ça, il y avait vraiment cette démarche d'essayer de mieux comprendre en projetant le film, en nous faisant venir. C'était vraiment la démarche de mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête des jeunes diplômés, dans la tête de certains jeunes diplômés, et comment les attirer. Alors nous, c'est marrant parce qu'on arrive, c'est quand même un film qui déconstruit pas mal de choses, en tout cas qui construit d'autres choses, une nouvelle vision de la réussite, un nouveau rapport au travail, une nouvelle relation à l'argent aussi, aux proches, etc., à l'engagement. Et du coup, on ne s'attendait pas forcément à être invité dans ce type de structure très classique, très conventionnelle. Et en fait, les retours sont plutôt positifs. Après, de toute façon, nous, on leur dit à un moment, il faudra enclencher une transformation profonde et vos greenwashing que vous faites depuis un certain nombre d'années ne fonctionnent plus, en fait. Et pire, c'est qu'en faisant du greenwashing, vous contribuez… D'ailleurs, ça… Ah ouais, vous m'entendez? C'est bon. Oui. En faisant du greenwashing, vous contribuez à un petit peu détruire, en tout cas fragiliser le lien de confiance qu'il pouvait y avoir entre les diplômés et les grandes entreprises, quoi. Donc les réactions sont plutôt positives une fois que le film est projeté, parce qu'elles sont vraiment dans une démarche d'apprentissage, et aussi parce qu'en fait, il y a deux points quand même assez importants, c'est qu'on retrouve à la tête de ces entreprises, pour la plupart du temps, c'est des hommes qui sont blancs, issus de ces mêmes écoles, et qui du coup ne se posent pas forcément de questions, jusqu'à ce que des jeunes issus des mêmes écoles qu'eux décident de s'en poser, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que c'est des personnes, en fait, dans les entreprises, c'est avant tout des humains. Donc on se rend compte que voilà, c'est des personnes qui ont aussi la volonté de faire bouger les lignes, et qui ont parfois eux-mêmes des enfants qui se posent des questions. Donc en fait, il y a ce lien-là générationnel qui est refait. Et du coup, c'est assez intéressant aussi de voir un petit peu dans quelle mesure on peut avoir un impact en entreprise et les accompagner pour les faire transformer, quoi. Ouais, mais justement, en parlant d'entreprise, du coup, là, c'est une question pour les deux, hein, je ne sais pas qui veut répondre en premier, comme vous voulez, mais du coup, est-ce que vous avez une image de l'entreprise idéale ou d'entreprise souhaitable, ou désirable, comme vous voulez, dans laquelle vous voulez vous projeter ou dans laquelle vous sentez que la jeunesse peut se projeter? À quoi elle ressemble? Est-ce que vous avez un profil type, en fait, de l'entreprise ou pas vraiment? Un portrait robot de l'entreprise ouais. désirable quand on a 25 ans et qu'on sort d'une école d'ingé ou même de commerce, d'ailleurs. Alors du coup, déjà, juste pour donner un chiffre assez intéressant, mais après, du coup, je laisserai Arthur répondre. Ouais, vas-y. Je pense que ce qui est désirable maintenant, c'est avant tout les petites structures. Parce que justement, il y a plus le lien de confiance. Pour donner un chiffre assez intéressant, à Centrale Nantes, les diplômés en 2021, il y en a 75% qui ont rejoint des petites structures, donc PME, TPE, ou qui se sont lancés à leur compte. Il y a 5 ans, c'était 75% des diplômés qui rejoignaient des grands groupes. Wow. Donc en fait, en 5 ans, il y a une évolution énorme. Il y a une bascule, quoi. Une bascule. En fait, je pense que ce lien, ça pourrait s'expliquer, c'est vraiment une analyse assez personnelle des retours terrain qu'on a pu avoir, par le fait qu'en fait, les jeunes diplômés sont avant tout en quête d'impact, de sens, et surtout, parce on le sait, il y a une éco-anxiété qui est extrêmement présente, c'est 75% des jeunes de 16-25 ans qui souffrent d'éco-anxiété aujourd'hui en France et dans plusieurs pays du monde aussi, et donc il y a la volonté d'avoir un impact positif, quel qu'il soit finalement. Et il y a la peur aussi, surtout, d'avoir un impact négatif, c'est-à-dire la peur de contribuer encore plus au désastre écologique et social en cours, que nos actions en tant que cadre dans une multinationale, en appuyant sur un bouton, on peut avoir des conséquences désastreuses à l'autre bout de la planète. Ça, c'est fini, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une quête de sens et d'impact, et du coup, le fait de revenir à des plus petites structures, déjà, ça permet de mieux maîtriser son impact. C'est un peu comme ça que je vois les choses, et aussi, il y a plus d'humains. En tout cas, ça, c'est un point, je pense. Donc déjà, un point, ça serait avant tout, d'abord une plus petite structure, quoi. Et toi, Arthur? Ouais, mais je pense le baby-foot dans la salle de repos. Je fais référence évidemment à une très grosse entreprise dont on a beaucoup. Le baby-foot a perdu sa cote, hein, il faut quand même le dire. À un moment, il va falloir aborder les sujets qui fâchent. Mais en tout cas, c'est assez simple. Je pense qu'on a tous conscience du fait qu'on travaille vraiment énormément dans une vie. On travaille 100 000 heures en moyenne. Ça fait 11 années consécutives sans dormir. Et je pense que tout le monde a bien, en tout cas dans les jeunes, pris conscience que c'est un énorme sacrifice de consacrer autant de temps, autant d'énergie à quelque chose. Si on met des réveils tous les matins, si on se tape des transports en commun où les gens puent sous les bras, et si on travaille comme ça avec autant de fougue, évidemment, ça fait pas sens. Si c'est pour niquer en plus notre avenir, autant faire une grande sieste, quoi. Et je pense que les gens commencent à bien comprendre ça. Les caches, Arthur. Je pense que c'est ce qu'on se dit, en fait. Donc, il faut aussi… il faut aussi le dire, on n'a plus envie de se lever et de consacrer nos vies à un truc qui ne sert à rien. C'est juste pour faire plus d'argent, ça ne sert à rien. Et en fait, on s'en fout.
Ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut que toutes les entreprises percutent très, très profondément ce message parce qu'en fait, on ne se lèvera plus pour des indicateurs financiers qui pilotent un monde qu'on ne comprend pas et une accélération permanente qui nous emmène dans un mur. On ne le fera pas. On ne se lèvera plus. Donc, si vous voulez qu'on vienne, remettez-vous en cohérence. Nous, on veut habiter un monde joli, on veut une humanité prospère, on veut une humanité heureuse. Tout le reste, ça ne sert à rien. C'est pas notre sujet. Et aussi, je pense que, et là c'est important de le mentionner, je rejoins complètement Arthur sur ce point-là. Et en fait, la quête de sens, d'impact, elle est extrêmement profonde, elle est extrêmement liée à la raison d'être de l'entreprise elle-même, mais en profondeur. Maintenant, tout à l'heure j'ai parlé du greenwashing, ça ne fonctionne plus, ça on le sait déjà, mais surtout, c'est-à-dire qu'une entreprise qui pourrait paraître contribuer au bien commun d'un peu de vue extérieure, si dans le fond, elle ne contribue pas, ça ne fonctionne pas. Je discutais par exemple avec un responsable de la tech assez haut placé qui disait « Ah, mais nous, c'est super, on développe des logiciels pour mieux gérer en gros les structures agricoles, enfin toutes les surfaces agricoles. Donc, en fait, c'est super, ça fait sens, on recrute à fond, etc. » Et je lui dis « Mais pose-toi la question, dans les prochaines années, je pense que malheureusement, à quoi contribue ton logiciel qui permet de simplifier du coup la gestion des espaces agricoles si c'est pour développer des monocultures de soja en Amérique latine et qu'ensuite ce soja est importé en France et que du coup, le fait de développer ces logiciels, tu vas réduire le nombre de personnel qui vont gérer ces monocultures, que tu vas raser des forêts, dans 3-4 ans, les gens auront compris ça et finalement, tu n'arriveras même plus à recruter, quoi. Donc, c'est une quête de sens hyper profonde et c'est pas juste on va voir en surface ce qui est passé. Non, c'est vraiment à quoi contribue l'entreprise. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que le grand défi, moi, ça me parle énormément, le nom du grand défi, parce que c'est un grand défi de redirection et de transformation des entreprises. Je pense très clairement que face à ça, il y a des entreprises qui doivent disparaître. Pour être honnête. Tu parles de redirection écologique, c'est ça ce que tu sous-entends. De redirection écologique. En tout cas, si la raison d'être doit disparaître pour se rediriger écologiquement. Il y a un exemple qui avait été cité quand on était intervenu, c'était les entreprises, par exemple, aujourd'hui, une entreprise qui fabriquait, par exemple, des machines à laver. Son objectif aujourd'hui, c'est de vendre toujours plus de machines à laver, donc d'extraire toujours plus de ressources, et que finalement, elle est très contente si les machines à laver durent 2-3 ans parce qu'elle va pouvoir en vendre toujours plus, quoi. Je pense qu'à terme, ce type d'entreprise ne devrait même plus exister, en fait, tout simplement parce qu'on extrait toujours plus de ressources, que écologiquement, c'est un non-sens, socialement aussi. Par contre, la redirection possible, ça serait de se dire, OK, plutôt que de vendre des machines à laver, moi, je vais te les donner, les machines à laver, et puis à chaque fois que tu vas faire une machine à laver, tu vas me donner 2 €. Du coup, mon objectif, moi, en tant que concepteur et que le loueur de machines à laver, ça va vraiment être que chaque machine dure le plus longtemps possible et réponde aux besoins de mes clients. Donc ça, c'est une redirection possible. Je pense que c'est ce type de redirection auquel il faut qu'on pense dès maintenant et auquel les entreprises doivent penser dès maintenant pour de nouveau attirer les jeunes et les moins jeunes au demeurant et surtout avoir un impact positif et contribuer au bien commun, en fait, tout simplement. C'est un enjeu énorme. Mais d'ailleurs, les entreprises le savent puisqu'elles ont mis ça beaucoup en place pour les photocopieuses, par exemple. Aujourd'hui, on paye la photocopie et non plus la photocopieuse en réalité. Et c'était l'économie d'usage, l'économie de fonctionnalité, effectivement, est une voie extrêmement intéressante. Je voudrais ajouter un témoignage. Alors, je ne suis pas invitée du live, mais pourtant… Presque. Presque. Je te pose. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à ajouter, Virginie? Ah, justement, j'ai une histoire à vous raconter. Non, il y a quelques semaines, tu as interviewé, parce que je n'étais pas dans le cadre du grand live, François Guérin, qui est le président directeur général d'une entreprise qui s'appelle CETI, qui est implantée dans le Grand Ouest, qui a aussi à Saint-Étienne, mais principalement dans le Grand Ouest, et qui fabrique des portes et des fenêtres. Et c'est une entreprise qui a complètement changé son modèle récemment, aussi bien d'ailleurs la structure de son capital, comme il nous l'a raconté, et qui est devenue entreprise à mission, avec une raison d'être, etc., etc. Et ils ont fondé un comité de mission et j'ai la chance d'en faire partie. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment une entreprise se transforme parce qu'elle réinvente son propre projet et sa propre histoire. Et ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup qui puissent le raconter parce que je discutais avec Coriandre, qui est un jeune qui doit avoir tout de suite 23-24 ans, qui travaille dans cette entreprise, qui est à l'innovation, justement. Mais l'innovation, pour lui, elle n'a le sens que celui que lui donne Arthur. Ce n'est pas l'innovation pour l'innovation. Pour l'innovation, c'est une innovation qui doit permettre à cette entreprise d'atteindre sa mission et en économisant les ressources, etc., etc. Et
voir l'enthousiasme de ce garçon qui en plus a été accompagné dans ce chemin par l'entreprise et par ailleurs et le témoignage qu'il fait du nombre de jeunes qui sont intéressés, qui candidatent maintenant pour cette entreprise et moi de voir aussi les équipes adhérer à ce projet, c'est-à-dire que quand ils ont ouvert l'actionnariat salarié, il y a eu plus de demandes que prévu, ils ont dû élargir un peu les possibilités. Et donc, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que il y a l'éco-conception de l'industrie de l'entreprise du futur, mais qui est presque plus simple finalement que la transformation. Et la transformation, ça passe par ce récit, réinventer ce récit et emporter l'adhésion. Et donc, ce que vous racontez, moi, je le vis et je dois dire que c'est absolument enthousiasmant et très rassurant parce que les performances économiques, en l'occurrence de cette entreprise, suivent exactement. C'est pas, voilà. Donc je voulais juste dire. Et merci de ce témoignage, Virginie. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, la communauté des entreprises à mission est aussi partenaire du Grand Défi parce que c'est aussi avec ce type d'initiative qu'on va réussir à passer à l'échelle et entraîner beaucoup plus d'entreprises dans la transformation. Alors justement, en parlant d'innovation, de propositions, de transformation, d'actions souhaitables, etc. On a vu une dernière question qui est finalement, si vous aviez quelque part une seule proposition à faire ressortir chacun pour accélérer cette transition de l'économie ou des entreprises, comme vous voulez, laquelle serait-elle? Vous êtes devant les 150 du Grand Défi, puisque vous savez, on a 100, comme ça je vous laisse le temps de réfléchir. On a 150 délibérateurs qui vont être tirés au sort, comme on le disait tout à l'heure, et qui, au cours de 6 sessions du Grand Défi, vont élaborer, formuler une centaine de propositions qui doivent contribuer à accélérer la décarbonation de l'économie et la régénération de la biosphère. Et leurs propositions, c'est eux qui vont décider dans quel axe. Ça peut être aussi bien en termes d'innovation, je ne sais pas, en termes de comptabilité, en termes de, peu importe, de modèle d'entreprise, de modèle économique. On a l'embarras du choix finalement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Arthur, en plus les solutions, alors aussi, non, pas seulement technologiques, mais les solutions, on les connaît, l'économie de fonctionnalité, etc. Tout est là. Alors, il va falloir sélectionner, il va falloir élaborer autour de ça. Vous êtes face aux 150 et c'est vous qui donnez le ton et vous participez au débat. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez envie de porter? Une proposition. Je peux commencer parce que je l'ai en tête. À la première nanoseconde, c'est une réflexion que j'ai souvent. Moi, je leur propose d'élire un nouvel indicateur de performance extra-financier. C'est le leur, celui qui leur correspond. Peu importe, ça peut être, il y a plein de choses, mais démocratiquement, avec leurs collaborateurs, avec leurs parties prenantes, ils élisent un nouvel indicateur de performance pour pouvoir piloter la boîte d'une autre manière, avec un indicateur que les actionnaires vont exiger et pour lequel ils vont devoir rendre des comptes. Et si la boîte n'est pas capable de s'aligner avec cet indicateur de performance, comme pour tout indicateur de performance, alors elle est en échec. Et donc, il faut qu'elle retravaille sa stratégie pour être en succès, indépendamment des indicateurs financiers qui sont certes un aspect nécessaire de l'entreprise, mais ce n'est pas la finalité de ce qu'on fait et ce n'est pas le but de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, c'est des gens qui se mettent ensemble pour répondre à un problème. Enfin, c'est pour le bien commun, une entreprise. Aujourd'hui, dans le code civil, une entreprise, c'est censé être un groupement d'individus qui va générer un maximum de bénéfices pour se les répartir. Il ne faut plus que ce soit ça, une entreprise. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité d'une entreprise. Ça, c'est une connerie qui a dévié ces 100 dernières années. Mais ce n'est pas ça, une entreprise. On ne se lève pas et on ne se met pas ensemble pour répartir des bénéfices à des actionnaires. Ce n'est pas ça. On est bien d'accord. Il faut on est complètement d'accord avec ce que tu dis. Voilà, fondamentalement. Très bien. Allez, c'est compliqué comme question. C'est compliqué. Ah bah oui, je pense qu'il y a plein de choses. La simplicité, là, je sais pas. Mais bien sûr. Non, moi, je parlerais de petites actions simples au début, faire un bilan carbone, par exemple, juste de l'entreprise, au moins, et que ça soit obligatoire, que chaque entreprise puisse savoir d'où viennent ses émissions carbone, et ensuite donner des pistes pour faire, je sais pas moi, des plans de transport, des plans de redirection justement des matières premières, etc. Enfin, plein de manières de réduire ses émissions carbone, déjà en sachant d'où viennent les sources. Après, moi, quand vous avez parlé de ça, des propositions, en fait, il m'est venu en tête un truc qui n'est pas directement lié avec les enjeux écologiques, pas directement, parce qu'en fait, indirectement, il est lié. Et c'est un sujet qui est pour moi énorme, qui est en fait tout simplement le sujet du bien-être au travail. Et du coup, en fait, une de mes propositions, ça serait de re-questionner le rapport au temps de travail, notamment. Et il y a un truc, il y a un sujet qui émerge énormément chez les 16, notamment, enfin, chez les 20-35 ans,
qui est cette fameuse semaine de 4 jours, par exemple, qui est, je sais, certaines personnes qui nous écoutent sans doute vont se lever sur leur fer. On ne sait pas, on ne sait pas. Il ne faut pas penser à la place des gens. On ne sait pas. Mais voilà, non, je sais parce qu'on touche des croyances assez profondes, assez ancrées. Mais en fait, si vous descendez à la semaine de 4 jours, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est de plus en plus développée dans certaines entreprises, alors je ne dis pas, encore une fois, il faut voir par secteur, hein, ce n'est pas applicable à tous les secteurs. La santé, par exemple, ce n'est pas du tout applicable, etc. Mais ça va permettre, en tout cas, de libérer du temps à certaines personnes de se poser des questions sur qu'est-ce que concrètement ils font dans leur taf. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple, soit on fait partie de la solution, soit on fait partie du problème. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de se poser la question parce qu'elles n'ont pas le temps de se poser la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on a vu d'ailleurs, oui, on t'entend, c'est ce qu'on a vu avec la Covid d'ailleurs. Il y a des gens qui ont une prise de conscience parce qu'ils ont pu s'arrêter un moment. Exactement. Et donc moi, je proposerais de passer à la semaine de 4 jours dans pas mal d'entreprises, d'encourager en tout cas les entreprises de tester ce modèle-là et du coup de libérer une journée pour leurs employés pour se consacrer à d'autres choses, notamment au bien commun, que ce soit l'engagement dans son quartier, que ce soit passer plus de temps en famille, passer plus de temps à rêver, s'engager aussi au sein de son entreprise, mais du coup se libérer du temps pour s'engager au sein de son entreprise. Et du coup, je pense que cette question du temps de travail, il faut clairement qu'on se la pose aussi. Tout à l'heure, tu parlais, Arthur, en fait, on passe 11 ans, tu disais, dans notre vie à travailler, c'est énorme. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de se poser la question, tout simplement. Donc, bon, voilà. Donc, re-questionner un peu ce temps de travail. Alors, est-ce qu'il faut faire la semaine de 4 jours ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, je encouragerais volontiers les entreprises à se questionner par rapport à ça. Je pense que c'est intimement lié aussi en fait, aux émissions carbone, à plein de choses, quoi. Je crois que encore une fois, c'est des croyances. C'est super intéressant. Il y a des entreprises qui libèrent du temps, enfin moi j'en connais au moins 2, qui, les salariés ont une espèce de crédit temps sur l'année, sur leur temps de travail. À partir du moment où ils formulent un projet associatif, enfin peu importe, hein, un projet qui va dans le sens du bien commun, de l'intérêt général, eh bien l'entreprise leur donne du temps de travail pour mener à bien ce projet. Donc ça correspond un petit peu, j'en connais au moins 2 qui font ça. Oh non, mais il y a beaucoup, hein, le don en compétences, le Pro Bono Lab, etc. Ce qui peut être quand même un modèle que moi je questionnerais un peu, celui-ci, si tu me permets, parce qu'il a une dimension un peu philanthropique à l'ancienne, en disant on ne se pose pas trop de questions sur ce qu'on fait pendant qu'on travaille et on rattrape un peu tout ça en mettant un peu de temps pour des bonnes œuvres. Donc voilà, c'est une façon de penser qui peut être aussi un peu pernicieuse. Oui, non, mais c'est à questionner, c'est nouveau et on est en train voilà, on teste des trucs. Aujourd'hui, en France, il n'y a que 400 entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours notamment, donc c'est très très peu. Hein. Mais on sent que voilà, ça arrive on parlait, le thème du débat, c'est l'innovation pour le futur aussi, et notamment l'évolution dans les entreprises. Et je pense que ça va être une vraie question qu'on va devoir se poser dans les prochaines années, cette relation au temps de travail. On a parlé de la raison d'être des entreprises, et je pense que cette relation du temps de travail va énormément évoluer, surtout quand vous prenez en fait les attentes des 20-35 ans. Je vous dis encore une fois, c'est 75% des 20-35 ans qui sont pour une redéfinition du temps de travail. C'est énorme. Donc aujourd'hui, il faut aussi se questionner, comme on a pu se questionner par rapport au télétravail aussi, quoi. Et tout n'est pas à prendre, et je pense que voilà. Mais on va devoir clairement se questionner dans les années à venir, j'en suis assez convaincu. Bien. Ok. Eh bien, écoute, moi je sais pas pour toi, mais moi je suis très enthousiaste quand j'entends cette nouvelle génération. J'espère qu'on peut parler de génération et de mouvements impactants et forts et pas réservés à une petite partie de la population et de la jeunesse. Si, alors j'ai quand même une dernière question. Elle ne veut jamais s'arrêter. Mais non, mais je profite de la présence des 2 Arthur. On a aujourd'hui, comme vous savez, un projet qui s'appelle Développer la French Tech, hein, une ambition qui est portée par le gouvernement de faire de la France un pays performant en termes de haute technologie, des grandes technologies, avec évidemment un apport des finances publiques, des pouvoirs publics à certains de ces projets. Et quand on voit leur objet, leur objectif, etc., comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à… Évidemment, je pense aux 26 licornes qui sont très médiatisées, dont le succès, les levées de fonds absolument phénoménales. Excuse-moi Arthur, c'est pas 8 milliards, mais c'est des dizaines de milliards maintenant. Au total, de valorisation, bien sûr, mais c'est quand même de l'argent qui est levé au départ aussi. C'est des millions et des millions, des dizaines de millions qui sont levés. Est-ce quelle réaction ça provoque chez vous? Parce que ces entreprises-là, elles font bien rêver aussi quelques jeunes, j'imagine. Sinon, et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont portés par des jeunes. Donc, comment vous abordez ça? Vas-y Arthur, je t'en prie. Excusez-moi pour la question.
Non, mais moi, forcément, ça me fait peur. Un petit peu, ça me fait peur. Et en même temps, tu as raison, Virginie, ça attire aussi les jeunes. Faut pas, enfin, je pense que là, ta question permet aussi de recentrer un petit peu et de se dire, en fait, on n'est pas tous concernés par ça. On n'est pas tous égalitaires face à ce qui se passe. Là, on a beaucoup parlé des jeunes diplômés, etc. Mais il y a toute une partie de la génération qui, malheureusement, n'a pas la chance de faire des études supérieures. Et ça n'empêche de se poser des questions. Mais voilà, donc on est aussi dans un entre-soi, là, élitiste. Et on n'a pas tous les mêmes attentes non plus face à l'urgence écologique. Il y en a qui se posent aucune question et qui veulent continuer cette carrière toute tracée, y compris dans les grandes écoles. Il y en a plein. Donc ça reste quand même un mouvement assez minoritaire qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années, j'en suis convaincu. Mais voilà, il faut aussi replacer cette question-là. Comment moi je l'aborde? C'est vrai que du coup, on avance vraiment sur deux tableaux parce qu'il y a à la fois des structures de l'ESS, des assos qui se développent et qui attirent vraiment les jeunes de plus en plus, et des licornes de la French Tech qui se développe et qui à fond quoi, et qui lève des fonds monstrueux. Et c'est deux tableaux complètement différents. Moi, encore une fois, pour moi, la question, c'est de se poser à quoi servent ces licornes. Je les connais pas toutes. Je pense qu'il y en a qui contribuent au bien commun, mais voilà, la question de est-ce que finalement ces licornes-là, elles vont contribuer réellement au bien commun de manière générale, ou est-ce qu'elles vont faire qu'accroître encore les inégalités, notamment qui peuvent exister dans le monde, qui sont déjà énormes, parce qu'elles vont permettre à ramener toujours plus d'argent à des individus, comme disait tout à l'heure Arthur, alors que c'est bien dommage ça, et qu'on devrait en fait réduire notamment les inégalités et permettre de travailler tous ensemble pour le bien commun. Donc je pense qu'il faut vraiment se questionner dans le fond sur à quoi elles contribuent, et en ayant une approche vraiment systémique de la chose et pas simplement juste, ok, très bien, elles permettent de, je sais pas moi, développer des services à la personne. Alors, c'est bon, ça fonctionne bien, c'est le service à la personne. Non, mais finalement, quels vont être les impacts sur le long terme aussi, quoi. Et d'ailleurs, un petit point, une petite parenthèse, si je peux me permettre, c'est pas parce que la raison d'être de l'entreprise est bonne que foncièrement, du coup, Je suis bien d'accord avec toi. voilà, il y a aussi Le raison d'être énormément. washing qui apparaît. Il y a la raison d'être washing, mais aussi aujourd'hui, en fait, il y a plein de structures de l'ESS ou des startups de l'ESS ou des assos, en fait, où malheureusement, il y a des burn-out énormes, où il y a une qualité de vie au travail qui est négligée parce que c'est des salaires précaires et que les gens travaillent encore plus, qu'il y a des difficultés managériales énormes, avec des conflits managériaux énormes. Donc, je pense que tout n'est pas tout blanc, tout noir. A contrario, il y a des boîtes qui existent depuis un certain temps, qui font bouger les lignes aussi, et qui attirent plus et qui sont plus dans le respect de la qualité de vie au travail, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi être mesuré dans ce qu'on peut dire, et étudier en profondeur, quoi. Tout n'est pas tout blanc, tout noir dans ce qui peut se passer. Arthur, avant qu'on arrête, une réponse sur cette question? Parler de licorne à impact? Ouais, je vais rebondir. Je vais pas lancer quelque chose là-dessus. Ouais. Non, mais je vais rebondir sur ce que finissait de dire Arthur sur le tout n'est pas tout blanc, tout noir. C'est très difficile de se positionner parce que déjà, qui est-ce qu'on est pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. De base, c'est quand même un vrai sujet. Effectivement, je trouve que c'est une direction et parce que clairement, on met le paquet à fond sur ça, sur technologiser la France, et ça a des intérêts. Ça recrée de l'emploi, on va dire que ça réindustrialise d'une certaine manière. Pour moi, c'est pas forcément le meilleur des calculs dans le sens où on pourrait mettre le paquet sur d'autres choses qui seront vraiment, qui permettront d'être des leaders demain. Mais c'est encore une histoire de croyance, quoi. Ça témoigne d'une croyance qu'on a et qu'on porte, qui n'est pas la croyance que Arthur et moi portons a priori, et vous a priori non plus. En tout cas, je pense que c'est bien qu'on sache faire des choses en France, qu'on sache financer des boîtes en France parce qu'on a des très bons entrepreneurs. Il faut donner de la place aux entrepreneurs. Je pense que c'est aussi à travers ça qu'on peut montrer de nouvelles voies. Maintenant, il faut quand même qu'on le fasse sans le faire au détriment de plein d'autres choses. Et c'est un peu ce que je regrette, c'est qu'on le fait au détriment de plein d'autres choses. Mais je vais pas répéter ce qu'a dit Arthur. Après, ma vision là-dessus, elle n'est pas très aboutie parce que j'ai pas encore un avis vraiment final. Donc, je vais pas m'embarquer dans un truc sans avoir vraiment mûrement digéré ma pensée sur le sujet. Ce que je sais, c'est que ça représente des montants qui sont énormes et que si on les mettait en effet dans la transition, on irait beaucoup plus vite vers cette transition. Donc, c'est ça que je trouve dommage avant tout. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous bientôt, Arthur. Alors, pour le coup, Gosset, parce que tu viens aussi. Hier, nous avons fêté le lancement du grand défi, de la grande consultation et du tirage au sort à Paris, mais on va réitérer l'événement. Et la prochaine fois, c'est à Nantes, le 9 mars. Et Arthur Gosset sera avec nous. Arthur Auboeuf, évidemment, tu es le bienvenu si tu veux venir rattraper
voilà, hier, tu n'as pas pu venir, on t'a beaucoup regretté, mais bien sûr, tu seras bienvenu à Nantes. Et on se réjouit de vous retrouver. On pousse la sobriété même dans les soirées ici. C'est ça qui qui parle. Ok, donc merci beaucoup. Ouais. Si vous voulez évidemment prendre des nouvelles du Grand Défi, vous pouvez aller sur notre site legranddéfi.org, nous suivre sur LinkedIn, ça vous savez où c'est visiblement. Vous abonner à la newsletter. Bien sûr. Où vous retrouverez le replay justement de Arthur et Arthur. Voilà. Et en attendant, écoutez, on est ravis de t'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère qu'il a intéressé les très nombreux fans qui étaient sur LinkedIn. Et on vous retrouve très vite pour un nouveau grand live dans une quinzaine de jours, probablement. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.